En fait, ce que j'ai constaté, c'est que la recherche de jurisprudence, c'est un travail d'exploration et c'est un travail presque d'aventurier. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo YouTube. Et donc les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va être dédiée à la recherche juridique et particulièrement la recherche de jurisprudence. Alors oui, effectivement, quand on parle de recherche de jurisprudence, globalement on sait ce que c'est, on l'a déjà fait beaucoup de fois, que ce soit en stage ou même en tant qu'avocat ou juriste en exercice, et on sait tous globalement comment trouver de l'information, de la jurisprudence dans les différents éditeurs juridiques. En fait, ce qu'il faut savoir quand on parle de recherche juridique et particulièrement de recherche jurisprudentielle, c'est qu'au cours des dernières années, il y a eu un grand débat, une grande discussion autour des éditeurs juridiques sur la taille du fonds documentaire. Et en fait, globalement, la conclusion, c'était qu'un des éditeurs juridiques du marché, Doctrine, pour ne pas le citer, était la meilleure solution parce que c'était la solution qui avait le plus grand fonds documentaire. Mais en fait, aujourd'hui, dans les éditeurs juridiques, il y a des milliers de jurisprudences et le vrai sujet, c'est pas vraiment qui a le plus grand fonds documentaire, mais c'est surtout comment réussir à exploiter au mieux les différentes jurisprudences et surtout faciliter le travail de l'avocat. Que ça compte en centimètres ou en millimètres, peu importe. Le plus important, comme on dit, c'est de savoir s'en servir. Exactement. Et donc les amis, aujourd'hui c'est pour ça que je vais vous tester une nouvelle fonctionnalité de Dalloz qui est décision similaire. Et en fait, décision similaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fonctionnalité qui permet d'identifier et de recommander des décisions jurisprudentielles qui sont les plus concordantes avec le texte de jurisprudence que tu auras en lecture. En fait, ce que je vais vous dire, c'est une banalité, mais quand on est dans un contentieux, ce qui compte, c'est réussir à emporter la conviction du juge sur tel sujet. Et en fait, concrètement, comment tu fais? Déjà, voilà, quand tu poses un arrêt, quand tu poses un argument, tu vas chercher à étayer cette jurisprudence d'autres arrêts qui disent globalement la même chose pour accentuer ton argumentation, ou soit sinon tu vas chercher à trouver des petits arrêts d'espèce, des arrêts très similaires dans les faits, pour montrer voilà que dans cette situation précise, voilà la position de la jurisprudence. Et donc maintenant on va passer à la démonstration de décision similaire de Dalloz. Donc comment ça marche? Donc là vous voyez je suis sur Dalloz, avocat, donc l'éditeur juridique. Je dirais commencer très classiquement par une recherche de jurisprudence dans le moteur de recherche. Et là j'ai envie de trouver de la jurisprudence sur la liberté d'expression. De manière totalement au hasard. Et c'est là je me rappelle, je crois qu'il y avait un arrêt qui avait été tombé sur des caricatures de la scène. Vous savez la scène, Jésus-Christ, les apôtres, Marie-Madeleine. Et je crois de mémoire que ça avait été jugé comme ne dépassant pas les limites de la liberté d'expression, en dépit du fait que certaines personnes pouvaient légitimement se sentir insultées par cette caricature. Et donc je tape mes mots-clés très classiques, liberté d'expression saine. Et donc là j'arrive assez facilement sur l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile du 14 novembre 2006. Donc voilà, ne constitue pas un trouble manifestement illicite l'affichage d'une photographie qui se présente comme la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la scène, qui n'a pas pour objectif d'outrager les fidèles de la religion catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, de sorte qu'elle ne constitue pas une injure, attaque personnelle directe envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse. Parce que oui, effectivement, une des limites de la liberté d'expression, c'est qu'on s'attaque directement à une personne donnée, spécifique, ou à une communauté précisément identifiée. Et là, en fait, j'ai envie de trouver des arrêts qui sont concordants, qui disent globalement la même chose. Et donc, vous voyez sur le côté, il y a un petit widget décisions similaires. Et on voit 199 décisions similaires. Écoutez, je vais cliquer dessus, je vais explorer ces décisions. Et donc là, en fait, j'arrive sur une liste des 200 décisions qui sont les plus similaires à la décision de jurisprudence sur la scène. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la décision similaire va analyser l'ensemble de l'arrêt, donc à la fois les faits, les moyens, la tenue de principe, le visa aussi, pour trouver les 199 décisions qui sont les plus proches, les plus concordants avec l'arrêt que je disais, donc l'arrêt sur la scène. Et en fait, je trouve que cette fonctionnalité est peut-être même plus pertinente qu'une recherche par biais d'un moteur de recherche, par des mots-clés, parce qu'en fait on va creuser la recherche de jurisprudence. Et en fait pourquoi? C'est parce que si le moteur de recherche est bien réglé, on va trop vite resserrer l'éventail autour de certains mots-clés, et en plus derrière il y a ce qu'on appelle le biais de popularité, c'est-à-dire que les arrêts qui sont les plus cliqués, qui sont les plus visités sur le site, vont être mis en avant beaucoup plus facilement. Et en fait on va exclure de la recherche à un certain nombre d'arrêts qui sont peut-être plus isolés, peut-être moins fréquentés, mais qui pourraient être plus concordants et avec des faits qui seraient très similaires à ta situation. Et en fait, on voit sur le côté, là, il y a une petite jauge de similitude. Et c'est vrai, je trouve que c'est un très bon point, parce que ça permet en fait déjà visuellement de savoir quelles sont les décisions les plus proches et pouvoir aller dessus. Alors certes, la jauge de similitude, c'est un super point, mais peut-être qu'à titre personnel, j'aurais été un peu plus loin, genre vers quelque chose de presque plus graphique
plus visuel. Vous savez, un petit peu comme dans Questionnalytics, genre comme ça, tac. Vous voyez, j'aurais mis des boules plus ou moins grosses avec un graphique pour vraiment bien voir le degré de ressemblance à l'arrêt en question. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans Décision similaire, il y a un moteur de recherche qui permet de rechercher des points spécifiques dans ces sous-ensembles. Et donc là, j'ai envie de trouver une décision sur liberté d'expression et caricature. Je vais taper dans mon moteur de recherche caricature. Et donc ça, en fait, je dirais que ça permet de resserrer encore plus les taux, parce que je suis déjà dans les 200 arrêts qui sont les plus proches, et en plus qui contiennent le mot caricature. Et donc c'est les arrêts qui seront vraiment les plus pertinents par rapport à ma recherche. Et donc là vous voyez, j'arrive très rapidement sur l'arrêt par exemple du 7 juin 2017 de la chambre criminelle sur la Marianne Voilée. Et je trouve vraiment que ça permet d'affiner ta recherche et de trouver les arrêts qui sont les plus efficaces, les plus pertinents par rapport à ce que tu recherches, et surtout le trouver rapidement sans avoir à galérer et à passer du temps à lire les arrêts un par un sur le moteur de recherche. Et en fait, maintenant que j'ai réfléchi, je trouve qu'il y aurait peut-être une plus-value à mettre plus qu'un moteur de recherche différents filtres. Parce qu'en fait, quand on fait une recherche de jurisprudence, et notamment quand on veut trouver des arrêts qui sont similaires, cette notion en fait de similarité, je pense qu'elle est appréciable à géométrie variable. Parce que parfois, ce qu'on cherche, c'est des arrêts qui posent le même principe, parfois c'est juste des arrêts qui ont des faits qui sont similaires, parfois c'est des arrêts qui ont le même fondement juridique, ou parfois même c'est des arrêts qui ont les mêmes faits et le même fondement juridique et qui posent le même principe. Mais voilà, en tout cas, petite recommandation, je pense que mettre des filtres pourra encore plus aiguiller la recherche des décisions similaires pour trouver encore plus rapidement le résultat. Pareil, vous voyez à l'écran, il y a la liste des 200 arrêts qui sont les plus proches, mais moi je pense que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de mettre un titrage, ou du moins un résumé en dessous pour vraiment déjà avoir une première vision de l'arrêt et éviter de cliquer dessus si ça ne nous intéresse pas particulièrement. Après, j'ai fait remonter ce retour à Dalloz et ils m'ont dit qu'ils allaient rajouter le titrage, le résumé assez rapidement. En tout cas, je trouve que Décision similaire, c'est une vraie réussite pour Dalloz parce que ça permet vraiment, je dirais, d'affiner ta recherche, d'aller encore plus dans la sophistication et trouver surtout les bons arrêts. C'est-à-dire pas être noyé sous le flot, sous les milliers de jurisprudence. Ensuite, ça te permet de tomber sur les arrêts isolés que tu n'aurais pas forcément trouvé avec le biais de popularité. Et ensuite, tu gagnes du temps, c'est-à-dire que tu passes moins de temps à naviguer sur le moteur de recherche et scroller pour cliquer sur chaque arrêt un par un. Et surtout, en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que Décision similaire t'offre en fait la possibilité de faire une recherche de manière, je dirais, plus intuitive et peut-être plus proche de la réalité. Parce qu'en fait, à faire cette vidéo, ça m'a fait, je dirais, réfléchir sur ma façon de faire des recherches et surtout ce que je pouvais attendre en quelque sorte d'un éditeur juridique. Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, c'est que la recherche de jurisprudence, après voilà, dites-moi si je me trompe, parce que peut-être que j'ai une vision qui est erronée, qui n'est pas forcément juste, c'est qu'en fait, c'est un travail d'exploration et c'est un travail presque d'aventurier. Parce qu'en fait, on va commencer sur une piste, sur un sujet, et ensuite on va trouver d'autres éléments intéressants. Et du coup, on va affiner ta recherche, tu vas peut-être bifurquer, tu vas partir sur autre chose, et tu vas creuser au fur et à mesure. Et je trouve que Décision similaire rend vraiment honneur à ce travail voilà, d'aventurier, d'exploration, d'expérimentation, parce qu'on va naviguer de nœud en nœud de décisions plus ou moins proches, et en fait t'as pas à dire que tu vas retourner sur ton moteur de recherche, que tu vas retaper de nouveaux mots-clés, voire que tu vas copier l'entendu principe, et ensuite tu vas scroller. Enfin, je trouve qu'il y a une démarche qui est beaucoup plus intuitif par rapport au raisonnement du juriste français. En tout cas voilà, j'étais très heureux de vous présenter cette fonctionnalité, moi que j'avais trouvé assez intéressante quand j'ai vu passer. Après voilà, elle est encore améliorable, comme je vous l'ai dit, que ce soit par rapport au résumé des jurisprudents, peut-être par rapport aux filtres, mais je pense qu'on est sur une bonne voie pour encore plus pousser la sophistication et l'intuitivité dans la recherche juridique. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Décision similaire, peut-être même que vous l'utilisez déjà dans vos cabinets d'avocats. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me permet de continuer à vous tester toujours plus de solutions, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.